RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI, avec une formule un peu particulière, pas d'invité politique ce soir, car vous le savez sans doute, nous sommes soumis à l'égalité parfaite du temps de parole pour tous les candidats. Ce soir, nous ne parlerons pas de quelques-uns de ces candidats, car leur temps de parole sur notre antenne est dépassé. On va tenter quand même de dire des choses intéressantes sur cette non-campagne avec nos invités. Bonsoir Stéphane Vernet. Bonsoir. Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Journaliste européen. Et oui, vous y tenez, c'est ce que vous m'avez dit. Et Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Merci à vous d'être là. Donc, alors, vous savez, les candidats qu'il ne faut pas citer, je vous l'ai dit avant, sinon vous aurez un gage et vous ferez le tour de la table à cloche-pied, si jamais vous les prononcez. Donc, peut-être un mot tout de même de cette règle extrêmement stricte du temps de parole et du temps d'antenne. Alex Taylor, cette règle s'est durcie depuis 5 ans. Est-ce que dans les autres pays d'Europe, les autres pays sont au même régime sec que nous, ou nous sommes les seuls? C'est un modèle très franco-français. Il y a la règle de l'égalité qui me semble normale. Pour une démocratie. Je crois que la plupart des Mais là, on intègre le pays, commentaire dans le temps de parole des candidats. Le commentaire, c'est un peu plus rigoureux, c'est vrai. Je crois que l'équité pour le temps de parole, c'est à peu près dans tous les pays. Sinon, ça s'appelle une dictature. Absolument. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en France, c'est le système même qui rend ce temps d'équité un peu absurde. Parfois, par exemple, nous, on est venus ici, mais on n'a pas le droit de citer certaines personnes qui sont qui figurent dans la campagne. Et c'est en fait ce système français qui est très différent de ce qu'on trouve ailleurs. Les Français regardent très peu ce qui se passe ailleurs, mais le fait qu'il y ait 2 tours fait qu'il y a beaucoup plus de candidats pour le premier tour qu'il y a, par exemple, en Grande-Bretagne, il n'y a qu'un seul tour. Donc, il faut voter et quand on vote, c'est sérieux parce qu'on n'a pas une deuxième chance de rectifier le tir après. Donc, ce qui fait qu'en France, tout le monde sait que le premier tour, il y a des candidatures qui sont extravagantes. Je pense que c'est un bon jeu pour la démocratie aussi. Oui, bien parce qu'on entend des arguments qu'on n'entend pas ailleurs. En Grande-Bretagne, en gros, depuis que je suis tout petit, il y a la gauche et la droite. Il y a un petit parti du centre, mais sinon, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas d'extrême droite, il y a très peu de verts. En France, on entend des arguments parce qu'il y a 12 candidats. On les voit tous les soirs à la télé. Maintenant, on se tape 1 minute de chaque. Mais c'est un garant de la démocratie quelque part. Mais l'absurdité de ce système impose le fait qu'il y ait beaucoup de candidats qui sortent de l'ordinaire, disons. Peut-être Stéphane Vernet, pour quelles raisons, selon vous, on a intégré justement les commentaires donc des journalistes, des observateurs, dans le temps de parole des candidats? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, dans le fond, avec une chaîne de télévision en France qui est à la dévotion d'un candidat? Suivez mon regard. Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais j'avoue que je ne m'étais pas posé la question en ces termes. Parce que je ne crois pas, parce qu'en fait, la règle, elle existe depuis très longtemps. Donc, c'est durci, Stéphane, quand même. Oui, c'est vrai, mais en fait, elle a toujours été compliquée. C'est-à-dire que, de mémoire, cette histoire de comptage du temps de parole, ça date des années 80, à l'époque où il y a une grande vague de privatisation des chaînes de télévision, et l'idée qui consiste à dire, attention, c'est un média dominant, la télé, ce que vous venez de dire, qui pourrait prendre l'ascendant sur tout le reste. Donc, il faut que le pouvoir public instaure une règle qui oblige ces chaînes, qui ont beaucoup de pouvoir, à respecter une certaine égalité. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Alex Taylor. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit, le principe d'équité, il est nécessaire, et c'est bien qu'il y ait un contrôle. Oui, bien sûr. Mais nous, en France, on a la passion de l'égalité. Et là, on arrive au bout du bout. C'est-à-dire que ce système, il est plus égalitaire, il est égalitariste. Et il va beaucoup trop loin. Alors, ça nous donne l'occasion de sourire et d'en rigoler, parce que on se retrouve dans une émission là où moi, ça me rappelle Harry Potter. Vous savez, avec le nom de celui qu'il ne faut pas prononcer. Donc, il y a Voldemort. Il faut surtout pas. Voilà.
Donc on arrive à des trucs qui sont quand même délirants, où sur les 15 derniers jours de campagne, quand effectivement on est obligé de donner exactement le même temps de parole à tout le monde, et qu'on intègre en plus le temps de parole, de commentaires, à tout ça, on arrive à une espèce d'usine à gaz qui, en réalité, n'a plus rien d'équitable. C'est complètement disproportionné. Ziad, égalité, égalitarisme très, très français, comme le disait Stéphane. D'abord, il y a le fait que c'est un système qui concerne que la télé et la radio. Exactement. Qui ne concerne pas du tout la presse écrite. Donc nous, on peut mettre... Et pas Internet. Et pas Internet, et pas les réseaux sociaux qui vivent leur vie de manière totalement débridée. Et c'est peut-être là qu'il faudrait jeter un œil pour mettre un peu d'ordre, parce que c'est pas qu'une question d'égalité, c'est les fake news, c'est les complots, c'est tout est sur le réseau. Là, il n'y a aucun contrôle. Et la deuxième chose, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut une règle. D'ailleurs, en France, on a plein de règles. Il y a les 500 signatures pour faire un premier tri. Après, il y a l'égalité pure et parfaite, le commentaire rentre dedans, ce qui fait qu'on a du coup l'effet inverse, c'est-à-dire on a une surreprésentation des candidats marginaux, ou folkloriques, ou extrémistes, qui pèsent moins de 3%, sauf qu'aujourd'hui on a des candidats mainstream qui pèsent moins de 3%, donc c'est un peu compliqué, mais disons qu'on a quand même une espèce de surreprésentation, je veux citer personne, mais bon... Lutte ouvrière, Philippe Poutou... Les deux partis trotskistes, quoi. Les trotskistes, même les souverainaux droitistes type Dupont-Aignan, tout ça, ça pèse pas grand-chose dans le paysage politique. Et ils ont une exposition finalement maximum à l'égal des ténors. Donc je pense quand même que quelque part, il faudrait... Il y a une forme d'absurdité aussi. Non, il y a une bonne démarche, mais on va... C'est anormal que aujourd'hui on puisse pas parler de personnes. C'est tellement vrai que ces candidats-là admettent et reconnaissent bien volontiers qu'en fait ils se présentent juste pour pouvoir bénéficier de ce temps d'exposition garanti en fin de campagne, c'est tout. Ils disent très bien qu'ils n'ont aucune intention de devenir président ou présidente de la République, mais qu'ils sont là pour s'offrir une tribune. Mais on va en écouter quelques-uns. Oui, Alex. Moi, j'aimais bien quand je suis arrivé en France, parce que c'était un peu différent pour les législatives. Je me rappelle toujours qu'il y avait un temps de parole, mais c'était la majorité, l'opposition et la majorité présidentielle. Donc c'était pipé d'avance, parce qu'en fait, la majorité avait aussi la part du président dedans. Donc c'était 2 tiers, en gros, pour le président et 1 tiers pour l'opposition. Je trouvais que c'était une façon de jouer le côté équitable, mais de pas être équitable du tout. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus faire. C'est passé à l'autre extrême en France, où nous sommes obligés de faire une émission où on n'a pas le droit juridiquement de prononcer certains candidats. Vous allez vous faire taper sur les doigts si nous on prononce certains noms. Absolument. Donc vous parliez, alors je saisis la perche que vous me tendez en parlant des petits candidats, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous des 3%. Donc je vous propose tout de suite d'écouter Nicolas Dupont-Aignan, donc de Debout la France, qui lui a la foi du charbonnier. On l'écoute. Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit que 2 à 3 millions de Français aillent voter en plus. Et alors, s'il y en a 10 millions en plus, toutes les cartes sont rebattues. Moi, je peux accéder au second tour. Macron peut sortir, Le Pen peut sortir, il peut y en avoir d'autres. Voilà, donc Nicolas Dupont-Aignan qui lâche pas l'affaire et qui pense pouvoir être au second tour. Parce que pour la crédibilité, on revient à cette règle complètement spéciale, c'est que pour être crédible encore, il faut dire qu'ils ont une chance. Si vous dites, de toute façon, je viens là juste pour faire mon tour de piste et essayer de me faire... Parce qu'il y a la règle du remboursement aussi, qui est un point intéressant. Au-dessus de 5%, moins de 5%, vous n'avez pas remboursé. En plus, ça leur coûte de l'argent. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de campagne. Donc c'est pour ça qu'accéder à la télé, c'est important. Et Dupont-Aignan, ça fait 3 élections qui nous dit qu'il peut accéder au second tour, qu'il va y arriver, que le basculement de l'opinion va se faire à la dernière minute. Stéphane ? Moi, techniquement, je pense que ce que vient de dire Nicolas Dupont-Aignan est parfaitement exact. C'est-à-dire, si vous avez 30 millions de Français qui décident de voter pour lui au premier tour dimanche prochain, il sera élu au premier tour. Donc, techniquement, c'est possible, puisque c'est pas encore fait. Après, voilà, moi, je trouve assez rigolo, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez... Jean Lassalle qui avait été interviewé par une chaîne de la télévision publique où l'intervieweur lui demandait « Vous, président, quelle serait votre première mesure ?» Et Jean Lassalle qui répond en direct « Ça n'a pas de sens parce que de toute façon tout le monde sait très bien que c'est
qui sera élu. et donc voilà, les cartes sont posées sur la table. Ouais. Et quand vous voyez par exemple les candidats effectivement trotskistes qui sont Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, qui disent mais clairement de toute façon nous on sait bien qu'on ne fera pas grand chose, mais on est là pour présenter nos idées. Ce système falsifie aussi ce qui est intéressant, la façon dont la presse non française voit la France, parce que les journalistes d'autres pays, par les correspondants sur place, ils comprennent, mais souvent les papiers qui sont dans la presse britannique, par exemple, ne comprennent pas que le système lui-même génère beaucoup de candidatures qui ne sont pas très réalistes. Donc on monte beaucoup en sauce des noms en disant que c'est vraiment quelqu'un qui risque de prendre la présidence. Tandis qu'ici en France, c'est très peu de chance. J'ai vu des papiers sur... Monsieur Dupont-Aignan. Aignan. Pas Aignan. Pardon. Et vous voyez à quel point donc les Britanniques, les lecteurs britanniques ont l'impression que c'est un candidat aussi sérieux qu'un candidat dans l'opposition en Grande-Bretagne où le système est radicalement différent. Ouais. Et alors, tous les candidats qu'on vient de citer sont en dessous de la barre parfois des 1%, comme Philippe Poutou, donc le nouveau parti capitaliste. Et lui, il trouve ça vexant. Écoutez-le. On n'est pas du tout indifférent au score qu'on va faire. On n'est pas satisfait, je le disais au début, des 1%, c'est vexant, on voudrait faire plus. Alors, on n'a pas d'objectif chiffré. Mais on aimerait bien marquer les esprits, on aimerait bien convaincre, on aimerait bien qu'en fait ce qu'on dit, ça retrouve un peu de crédibilité politique. Voilà, alors deux partis trotskistes en France, on parlait de folklore tout à l'heure. Je vous demande ça parce qu'il y avait cette phrase, vous connaissez, un trotskiste c'est un parti, deux trotskistes c'est une scission. Donc c'est une révolution. Non, mais... Est-ce que, voilà, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble ? Ah ben, ça, c'est l'histoire du trotskisme et de la gauche radicale. C'est très compliqué de se mettre d'accord sur quelle révolution et comment et pourquoi. L'avantage de Poutou, c'est qu'il a tendance à parler assez sincèrement. Oui, c'est vrai. Donc, on ne peut pas le taxer d'insincérité. Il dit pas que 30 millions de Français vont se déplacer vers sa candidature et qu'il a une chance d'être au deuxième tour et de mener la révolution. Donc il parle assez sincèrement. C'est aussi, je pense, pour ces petits candidats, et en particulier à gauche, c'est aussi un peu... d'exister pour recruter des nouveaux jeunes, pour créer de la mobilisation autour de leurs idées. Parce que comme ils n'ont pas accès en dehors des campagnes présidentielles à des grands médias mainstream, à des plateformes, là, il y a le moyen de parler à toute une opinion et de récupérer des motivations des gens. Et encore une fois, je rappelle que si la logique des 500 signatures fonctionnait à l'égal de la logique politique... Ouais. Il ne passerait pas le cap des 500 signatures. Donc c'est là aussi que le système français est à la fois réglé et déréglé, comme on aime. C'est-à-dire que la première échelle de stabilisation fonctionne plus ou moins, parce qu'il y a des maires qui pensent qu'il faut des candidats trotskistes, ou qu'il faut des candidats indépendants, ou qu'il faut Lassalle, ou qu'il faut un chasseur un jour. La pluralité française. Mais Axel Taylor, les deux partis trotskistes, on parlait de folklore tout à l'heure. Est-ce que ça vous paraît un peu de la science-fiction aujourd'hui encore, ou retour vers le futur d'avoir ces candidats-là ? Le fait qu'il y ait autant de candidats, parce que moi je regarde la télé française après le journal tous les soirs en ce moment, comme nous sommes dans la période dure de la campagne. Il y a donc la période après le journal où il y a feuilleté donc 1 minute par candidat. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en 1 minute ? Alors j'ai regardé plus de la semaine dernière, les revendications sont de plus en plus farfelues, de plus en plus désespérées. C'est voter pour moi et on va augmenter les retraites. Ou voter pour moi, on va tout ira mieux, ce sera plus vert. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Donc du coup, à force d'avoir 12 personnes, de se taper 12 minutes tous les soirs à la télé. Mais rassurez-moi, vous ne regardez pas tous les soirs quand même. Moi je regarde tous les soirs parce que je trouve que c'est intéressant de voir ceux qui changent leur truc et ceux qui ne changent pas leur truc. Il y a certains candidats qui ont fait de l'effort, et ça je trouve c'est très bien, qui tous les soirs mettent 1 minute, ils ont droit à 1 minute.
tous les soirs. Certains ne se donnent pas la peine de changer. Donc, ils diffusent la même minute en horizontal. Mais d'autres se donnent la peine pour changer un peu. Et je trouve que ceux sont bien vaillants. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on apprend de ces gens? Moi, franchement, Monsieur Lassalle, j'ai pas compris son message. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il veut? Parce qu'en une minute qu'on a l'habitude de le voir où il dit française, français, enfin, ça bouffe déjà les 30 premières secondes avec son accent grandiloquent. J'ai toujours pas compris ce qu'il veut. C'est sympathique, la France. C'est comme souvent en France. Le système est génial. Le concret, les moins. Dans l'abstrait, c'est beaucoup plus démocratique qu'ailleurs, parce qu'on a beaucoup plus de points de vue, mais en même temps, à cause de ce truc d'équité, qu'est-ce qu'on sait de leur programme en une minute? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Il faut qu'ils écrasent les autres avec des promesses, surtout ceux qui vont pas passer et qui le savent. Donc, je ne suis pas sûr qu'au finish, que ce système archi-démocratique met en valeur vraiment la démocratie. On va dire, Stéphane, un petit mot de Nathalie Arthaud. Dont l'ancêtre, toujours vivante d'ailleurs, était quand même Arlette Laguillet, qui commençait chacun de ses meetings par travailleuse, travailleur, ou travailleur, travailleuse. Elle avait compris déjà, pour le coup, l'écriture, ou en tout cas l'éloquence, comment on appelle ça, l'écriture inclusive. L'expression inclusive. Oui, si, on peut dire ça. Bon, en fait... il y a une permanence, il y a une continuité en fait chez les candidats trotskistes. Effectivement, ils viennent là pour faire passer un message. C'est ce qu'on se disait. Il y a une fonction tribune. Ils utilisent l'élection pour recruter des militants. Effectivement, vous avez aussi certains candidats qui savent très bien qu'ils feront rien, mais qui sont là simplement parce qu'ils pensent au troisième tour. En fait, ils sont pas du tout là pour la présidentielle. Ils occupent le terrain pendant la présidentielle pour l'élection législative à suivre. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'en France, le financement public des partis politiques dépend des législatives. C'est-à-dire que les partis, tous les ans, pendant 5 ans, vont toucher une somme qui correspondra au nombre de voix que leurs candidats étiquetés à leur couleur capitaliseront au premier tour, plus le nombre de députés qu'ils auront réussi à élire. Il y a un bonus. Donc pour eux, l'enjeu est très fort. Donc vous avez quelques candidats qui ne visent que ça. Et donc si vous réduisez, effectivement, ceux qui peuvent vraiment prétendre à la fois à être au second tour, puis éventuellement gagner cette présidentielle, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais on les a tous, ça fait partie du folklore. Et juste, si je peux me permettre, on dit oui, il y a beaucoup de farfelus, peut-être, mais je vous rappelle qu'on a connu pire, vous vous en souvenez peut-être pas, mais il y a eu une élection européenne au début des années 2000 ou à la fin des années 90, où on avait des spots que vous décriviez tout à l'heure, des fameux spots pour tous les candidats qui sont alignés les uns après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une année, on avait des candidats qui défendaient le Soyogeek. Oui. En nous expliquant que grâce au Soyogeek, on allait résoudre tous les problèmes du monde, on aurait la paix, plus de chômage et tout ça. Les adeptes du Soyogeek, c'est des gens qui se mettaient en position du lotus et qu'on voyait sauter comme ça et avancer sur des tapis. Vous vous souvenez pas de ça? Non, mais on a eu ça, en fait. Donc, dans le genre farfelu, je pense qu'on fera jamais en pire. Grande-Bretagne, il y a ça aussi, parce que c'est très sympathique en Grande-Bretagne, dans les élections. C'est qu'en gros, il y a deux partis qui risquent d'emporter. Et comme c'est le système uninominal à un tour, chaque circonscription élit en une fois sa candidate. On aligne tous les gens qui sont présentés dans chaque ville. Et il y a souvent des représentants qui ont eu peut-être 20 ou 30 votes, mais ils sont là, à côté de Boris Johnson, et qui se trouvent à côté de quelqu'un qui représente le Monster Raving Loony Party, le parti des monstres complètement extraterrestres. Et vous avez cet alignement des candidats. Mais la différence qu'en France, c'est qu'eux, ils n'ont pas de temps de parole. Ils sont juste là, ils ont le droit de mettre des affiches, mais ils n'ont pas le temps de parole. Après, on est quand même... Il faut rappeler qu'on est quand même dans des situations de luxe, de confort démocratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien avoir un minimum de règles d'équité, de temps de parole. Et je pense en particulier aux nombreuses démocraties émergentes, où la question du surpoids des sortants par rapport aux opposants est une vraie discussion. On peut parler de la Hongrie, où le système est totalement verrouillé, même si il exprime une majorité des démocraties libérales. Donc c'est vrai qu'on a tendance à perdre de vue dans nos démocraties plus installées, etc., qu'il y a une part de richesse dans cette diversité, qu'il y a une part que c'est quand même des mécanismes d'expression libre, et que bon, si on arrive à les réguler d'une certaine manière, c'est bien, mais que c'est aussi important de maintenir cette diversité des temps d'expression, de parole, de pensée,
etc. Et encore une fois, on en a parlé un tout début d'émission, ce qui se passe sur ce plateau, ce qui se passe sur la scène publique n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe dans le monde digital, qui a l'air d'être un truc totalement parallèle. On vit dans deux univers. Et qui explose cette année. En fait. Et qui explose cette année. C'est-à-dire, le nombre de gens que je vois ne plus regarder le journal de telle chaîne et passer leur temps sur Twitter, par exemple, où il y a une vie politique intense, dont la moitié est composée de fake news. Où les candidats peuvent aller. Ou le brut, ou ce qu'on veut, etc. Et une des personnes qu'on ne peut pas parler a privilégié, par exemple, Brut. Ouais. Donc, ça prouve à quel point ce qu'on a organisé pour l'apparence publique est en train d'être dépassé en partie par ce qui se passe sur les réseaux. Ouais. Boris Johnson, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est clair et net, n'accorde pas d'interview pratiquement à la télévision britannique. Maintenant, quand il veut dire quelque chose, on le filme. De façon décontractée, il fait des tweets sur son compte Twitter qui sont repris par des millions de fois. Et du coup, il n'y a pas de contradiction. Les émissions politiques de la BBC, il n'y va jamais. Ses ministres, c'est rare. Donc, ils ont compris en fait que nous vivons dans une nouvelle ère. Ils n'ont pas besoin de passer par la télévision et tous ces formats qui sont très stricts. Qu'est-ce qui les empêche de tweeter ce qu'ils veulent? Parce que personne n'est là pour contrôler le temps de parole ni le contenu. Et personne surtout est là pour leur apporter la contradiction. Oui, Stéphane. Une remarque. Moi, je trouve fondamental qu'on ait cette liberté, qu'il y ait beaucoup de diversité. Je trouve ça très très bien. J'attire juste votre attention sur un phénomène qui est surprenant. C'est qu'en réalité, on peut se dire avec 12 candidats, l'offre est hyper variée. On va de l'extrême gauche avec les trotskistes à l'extrême droite. Il y a tout, vraiment, il y a à boire et à manger. Avec 12 candidats, vous avez largement le choix. Or, le problème, c'est que les sondeurs nous annoncent on s'achemine vers un record, peut-être éventuellement 30% d'abstention à cette élection. C'était ma question prochaine. Merci, alors qu'on a 12 Stéphane. candidats. Et je vous rappelle qu'en 2002, on a eu à la fois le record de candidats, c'était il y a 20 ans, 2002, il y avait 16 candidats au premier tour, et c'est là qu'on a eu le record d'abstention. Plus de 28% de gens qui ne sont pas allés voter. Et donc, à un moment, cette grande diversité, cette pléthore de candidats, elle ne règle pas le problème d'une société et de citoyens qui nous disent « je ne me sens plus représenté par personne, même s'ils sont 12, même s'ils sont 16, je ne me sens représenté par aucun candidat ». Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est aussi des gens qui viennent de vivre deux phénomènes qui ont accentué ce désengagement. C'est-à-dire c'est des phénomènes complètement au niveau mondial qui dépassent les gens. Une pandémie et puis une guerre. Et qui influe quand même beaucoup sur la vie des gens. La pandémie, et tout cela a apporté des masques à restreindre beaucoup notre liberté, et aussi une guerre qui affecte beaucoup. Moi, je mets beaucoup moins de chauffage chez moi au gaz, parce que j'ai peur des prix qui montent. Donc, je crois que c'est aussi des gens qui se disent de toute façon, on vit dans un monde où tout est décidé pour nous ailleurs que dans notre pays. À quoi bon c'est de voter pour Jean Lassalle qui peut changer pas grand-chose dans notre petite lucarne? Alors ça, c'est ce qu'on vit in vivo, c'est-à-dire maintenant, mais tout de même, quand même, la désaffection pour le vote, pour le scrutin, date déjà des années 80, où vraiment, lentement, il y a eu... la participation s'est érodée au fil des élections. Il y a la crise de la démocratie représentative, ça c'est très clair. On vit sur un mode ancien qui est bouleversé par les technologies, par les nouvelles générations, et qui est bouleversé par l'apparition de quelque chose de nouveau, qui est le complotisme. C'est-à-dire la croyance dure comme fer dans de larges segments de la population que tout ça, c'est un complot. Et c'est vrai que le Covid en a rajouté avec les vaccins. Oui. C'est vrai aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en Russie, en Ukraine, les mêmes qui disent que le vaccin est dangereux disent qu'il n'y a pas eu de massacre à Boutcha. Et donc, l'émergence de toute une partie de la population qui pense que tout ça est faux, que tout ça est contre eux, que tout ça est contre leur liberté essentielle, aux États-Unis. C'était spectaculaire. Enfin, et ça perturbe gravement le jeu parce que ça ne rentre pas dans la démocratie parlementaire et c'est sur les réseaux. Les réseaux qui touchent des gens qui ont aujourd'hui 15-16 ans, qui seront des votants dans 2-3 ans normalement et qui ont une vision du monde qui est totalement perturbée. Ouais. Je peux citer, il y a un documentaire qui est passé sur une chaîne du service public, je crois il y a 3-4 jours sur TikTok. C'est complètement dingue ce qu'on est en train de mettre dans la tête de ces gosses
qui sont supposés être des citoyens responsables dans 3-4 ans. Et la démocratie représentative ne répond pas à ça. C'est-à-dire que nous, on est là en train de dire est-ce qu'il faut qu'il y ait l'égalité parfaite entre la salle, Poutou, et celui dont on ne peut pas parler, et celle dont on ne peut pas parler. Alors que c'est presque dépassé. Enfin, je sais pas, c'est ça qui m'inquiète plus. Ouais. On devrait plutôt penser à un système de réforme de comment voter par Internet, par exemple, pour que on n'ait pas à se déplacer, faire la queue dans une école, une mairie ou je ne sais où. Peut-être, moi je suis pas sûr que ce soit une. Non, mais est-ce qu'on se trompe de combat, magique, quoi, miracle, mais c'est ce que dit Ziad. Mais... Ce qui est intéressant, si vous voulez, alors je vais perdre vos téléspectateurs parce que je suis pas sûr que ça passionne les foules, mais vous avez le Conseil économique et social et environnemental, le CESE, déjà personne ne sait ce que c'est, mais qui a fait un travail remarquable il y a quelques semaines où ils ont planché sur la problématique de l'abstention. Et en fait, en associant des jeunes citoyens, en demandant à des jeunes eux-mêmes de participer à ce boulot-là, et ils ont sorti 21 propositions en disant 2 choses. Attention, on a un vrai problème avec les démocraties, parce que eux estiment que le problème du non-vote n'est pas un problème d'âge, mais un problème générationnel. J'explique en disant, les jeunes qui ne votent pas aujourd'hui, ils ne voteront pas dans 10 ans, ils ne voteront pas dans 20 ans non plus. C'est-à-dire que c'est un peu comme les journaux, si vous voulez, s'ils ne prennent pas l'habitude de lire les journaux au quotidien tous les jours, ils ne viendront pas lecteurs dans 20 ans ou plus tard. Ils s'informent que sur des réseaux ou entre amis, ils se refilent les infos, si vous voulez... et il n'y a pas de curiosité dans le fond. Ah si, moi je pense mais elle est parallèle. Alors, comment vous dire ? Je pense que le problème qu'on a, c'est que dire que les Français n'aiment pas la politique, que ça ne les intéresse pas, est une grossière erreur. Cette jeunesse, en fait, elle est hyper engagée. C'est vrai. Sauf qu'elle ne s'interesse pas aux urnes. Son engagement passe par autre chose. C'est des manifs, c'est de l'happening sur le climat, sur les animaux, tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, quand vous prenez les gamins aujourd'hui, ils sont hyper conscients, ils sont volontaires, ils font plein de choses, mais ils considèrent que finalement, voter ne sert à rien. Et en partie pour la raison que vous avez décrite, Alex Taylor, tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une espèce d'aquabonisme en disant de toute façon ça sert à rien, ça change pas mon quotidien, et là on a un vrai problème. Et le CESE donc dans ce boulot dit en fait il y a pas de solution miracle. Et il propose 21 actions, des petites choses, et en disant c'est l'ensemble de ces choses qu'il faudrait mettre en œuvre en même temps pour arriver à faire bouger le système. C'est pas que le vote électronique, que la procuration, il propose plein de choses. Et le truc, si vous voulez, c'est que là, de mon point de vue, on est au bout du système. C'est-à-dire que, par exemple, sur les parrainages, on a dit ça marche pas, il faut réformer. Sur la représentativité, il faudra introduire de la proportionnelle, il faut... Mais tout ça ne devrait pas se discuter à 1 mois ou 2 mois de la présidentielle. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire là ce soir, c'est OK, on va voter le 10 et le 24, et une fois que c'est passé, un des premiers chantiers, c'est réformer notre système démocratique. Et il faut le faire en début de quinquennat. Parce que c'est là que vous pouvez faire passer. Pas à la fin, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut tout changer. Comment vous expliquez, par exemple, ce que disait Stéphane, c'est que les jeunes s'engagent, et notamment, on le voit aussi beaucoup sur le climat. Pourquoi alors qu'en Allemagne, par exemple, les Verts, par exemple, sont dans des coalitions, ont cette culture politique, écologique. Pourquoi en France ça prend pas ? Est-ce que parce que les écolos sont trop, dans le fond, ils lient trop l'écologie au côté punitif ? Est-ce que c'est toujours on punit ? Est-ce que les écolos français sont des repoussoirs ? Par exemple, Jadot, il est sympathique, mais bon, pourquoi il est qu'à entre 4 et 6%? Je pense qu'il faut avoir ce qu'on appelle en anglais skin in the game. Il faut avoir un peu de sa propre peau qui est en jeu pour être motivé pour aller voter. Moi, j'ai fait l'expérience adverse. On m'a enlevé le droit de vote. Et je n'avais pas le droit de vote dans un référendum. Les gens ne le savent pas, mais je suis citoyen britannique. Et à l'époque du Brexit, je n'avais que le passeport britannique. Pourtant, je n'avais pas le droit de vote dans le référendum, parce que ceux qui vivent depuis plus de 15 ans en Europe... n'étaient pas résidents britanniques. Oui, mais en même temps, c'était un vote sur l'appartenance de la Grande-Bretagne en Europe. Mes droits en dépendent. Et on m'a enlevé ce droit de vote. Et je peux vous dire que le contraire, c'est quand on vous prend ce droit. Et moi, je n'avais pas le droit de vote, et on m'a enlevé des droits, et je n'avais aucun droit. Je n'étais pas français. Je suis devenu français depuis, parce que j'ai appris des leçons. Mais j'étais là, mes concitoyens, les ressortissants britanniques, votaient en Grande-Bretagne
pour m'enlever mes droits. J'ai perdu des droits avec le Brexit. Je n'avais même pas mon mot à dire là-dedans. Donc, quand on perd ce droit, c'est une expérience... On se rend compte à quel point il est précieux. Précieux. Et c'est justement la question que je vais vous poser, Ziad Limam, parce que vous êtes le directeur d'Afrique Magazine. On sait que dans certains pays du continent africain, la démocratie n'est pas chose aisée et que... Pas en Afrique, hein. Non, bien sûr. En Hongrie non plus. En Hongrie, en Europe, non, mais c'est juste... Non, mais voilà. Mais bon... c'est plus. Voilà. Et justement, est-ce que ce droit de vote, on ne l'utilise pas et c'est un gâchis quand certains nous regardent et aimeraient être contents, eux, de pouvoir voter et que les urnes ne soient pas toujours traficotées. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense, comme vous le disiez, que l'abstention est une opinion politique. Je pense que le vote blanc, par exemple, autre méthode, autre réflexion qu'il faudrait avoir reconnaître en France, le vote blanc pourrait être une décision politique. Nous, on est repus. Excusez-moi. Oui, on est repus. On est repus. Oui, on est des enfants gâtés, en fait. Oui, enfin, on a un système qui vieillit, mais qui est assez fonctionnel sur le plan démocratique. Bon, et quand il y a des abus, il y a des institutions qui viennent poser ces abus sur la table. Il y a des tribunaux, il y a un contentieux électoral, etc. Dans les pays émergents ou les démocraties émergentes, on a généralement du vote, mais c'est tout le reste du système qui est à construire. C'est-à-dire les systèmes de régulation, justement les systèmes de transparence, justement l'accès à la télévision, aux opposants. Et tout ça est en train de se mettre petit à petit en place. Mais il y a des pays, et particulièrement des pays anglophones, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple au Ghana, au Nigeria, il y a des campagnes électorales particulièrement vivantes. Il y a des campagnes électorales particulièrement vivantes au Sénégal. Que la nôtre. Il y a eu des campagnes électorales particulièrement vivantes en Côte d'Ivoire récemment. L'autre question des démocraties émergentes, c'est que aujourd'hui vous disiez il faut du skin, c'est-à-dire il faut quelqu'un aussi qui incarne des opinions. Un des problèmes qu'on a dans les démocraties émergentes, il ne faut pas que ça soit que le quelqu'un. Il faut aussi que ce quelqu'un soit porteur d'un programme, d'une vision politique, etc. Or souvent dans les démocraties émergentes, on vote pour quelqu'un, pour un chef ou pour un opposant, mais on ne vote pas pour un programme. Mais même cette distinction en France commence à être complexe, parce que comme les vieilles structures ont explosé, bon, est-ce que c'est quoi la gauche aujourd'hui? C'est quoi la droite aujourd'hui? Quand on voit les intentions de vote, c'est quoi le en même temps? C'est quoi tout ça? On ne sait plus très bien, quoi. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de l'Ukraine, parce que les candidats s'expriment beaucoup sur le conflit, chacun y va de sa solution. Et je vous propose d'écouter Éric Zemmour. Alors lui, à propos, on parlait du doute tout à l'heure, à propos du massacre de Boutcha en Ukraine, il émet des doutes, on l'écoute. Je dis simplement, il faut être prudent. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent. Il faut attendre une enquête internationale et voilà, c'est tout. Voilà, Éric Zemmour se méfie des images. Est-ce que Éric Zemmour, il parle à un électorat qui est sensible à ce type de discussion sur la falsification des images, sur la falsification de l'histoire, etc. Je pense aussi qu'une des clés de la remontée, enfin, de la fin de sa chute et de la remontée de Marine Le Pen, c'est une partie des gens se positionnent par rapport à ce conflit. Et se positionnent par rapport, faut le dire, par rapport à la Russie, en disant finalement, faudrait pouvoir discuter. Ça va même plus loin chez Marine Le Pen, où il y a une espèce de structuration d'alliance possible. Zemmour défend la même idée, donc c'est quand même toutes ces idées un peu effrayantes d'Eurasia qui sont derrière, enfin tout ce magma-là. Et ils ont besoin, quand même, ils ont un électorat à solidifier avant le premier tour, donc ils n'hésitent pas à aller à la télé et dire ça. Enfin, je veux dire, c'est assez c'est spectaculaire. Et ça passe comme une lettre à la poste. Moi je dirais ça passe. Enfin, nous, oui. Oui, ça passe, oui. Les grands gagnants là-dedans, je m'en rends compte de plus en plus quand on parle de manipulation d'image, parce qu'il y a de la manipulation de toutes les images. Moi, je tweete beaucoup, mais je peux tweeter ce que je veux. Personne n'est derrière pour contrôler ce que je tweete. Donc, tout le monde peut le faire. Et les grands gagnants, j'étais directeur des programmes de RFI
pendant 3 ans et j'ai vu dans les années 90... Vous êtes là sur l'antenne de RFI. Oui, je sais à quel point RFI et France 24 aussi, mais j'étais dans RFI, on fait confiance à des gens qu'on connaît. Moi, par exemple, je fais confiance aussi à la BBC, à Sky News. Il y a une correspondante à Sky News que je regarde depuis 35 ans. Je la crois. Elle est en Ukraine en ce moment, donc quand elle me dit quelque chose, je la crois. Donc il faut s'attacher à des repères comme ça, des gens qui vous disent la vérité depuis très longtemps. Dans ce monde où il y a beaucoup de manipulation de l'image, on sait à qui on peut se fier. Donc je crois que ceux qui risquent de s'en sortir de ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est les médias qui, depuis des années, ont établi leur réputation et qui vous racontent ce qu'ils peuvent, avec sincérité, de la vérité. Oui. Peut-être un mot, Stéphane, sur ce conflit en Ukraine qui avait mis un coup d'arrêt à la dynamique, dans les sondages en tout cas, d'Éric Zemmour. Et on a vu que c'était le contraire, en revanche, pour Marine Le Pen, qui était tout autant atteinte de poutinite aiguë, quand elle disait, bien avant la guerre, qu'elle admirait Poutine. Pourquoi elle n'en pâtit pas, alors qu'Éric Zemmour, lui, en pâtit ? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que Marine Le Pen, en fait, effectivement, était très proche du régime, de Vladimir Poutine, etc. Elle s'est appuyée dessus. Elle est allée le voir. Elle est allée le voir. Je vous rappelle qu'en 2017, sa campagne a été financée par un prêt par une banque russe, etc. Bon, et j'en passais les meilleurs, mais là où elle a été habile, c'est que tout de suite, au début du conflit, elle s'est positionnée en disant qu'elle cautionnait pas, elle a dénoncé, si vous voulez. Alors que Éric Zemmour l'a pas fait tout de suite, en fait. Il y a eu un décalage au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où au début, le discours d'Éric Zemmour restait quand même très pro-russe. Oui. Je pense que ça, il a beaucoup choqué son propre électorat. Et ensuite, le deuxième élément, c'est quand il a dit qu'il n'était pas question d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et là, je pense que c'est là qu'il a plié sa campagne. À tel point, si vous voulez, que je vous rappelle que dans cette histoire, dans le déroulement de la campagne, il y avait un événement que tout le monde attendait. Et on nous prédisait que ce serait un séisme, une révolution politique et que ça allait tout changer. C'était le ralliement attendu de Marion Maréchal Le Pen à Éric Zemmour. Ce ralliement, il a été intervenu 3 jours ou 4 jours après l'invasion de l'Ukraine. Et en fait, il a fait totalement pchit. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment donné, ce que soi-disant tout le monde attendait, en fait, quand les gens ont regardé le meeting où vous avez Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen qui se rejoignent sur scène, qu'est-ce que les Français ont vu ? 2 poutinolâtres qui se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Et l'effet sur les sondages et la dynamique, 0. Ouais. Et la dynamique d'Éric Zemmour, elle s'est vraiment brisée à ce moment-là. Elle s'est cassée sur l'Ukraine. C'est vrai. Et Marine Le Pen, elle, avait très tôt misé sur le pouvoir d'achat dès le mois de septembre. Donc, c'est vrai que... Non, elle a un discours tout à fait classe moyenne. Oui. Elle a compris, elle promet des trucs infaisables, mais bon, elle fait comme... Je ne sais pas si on a le droit de parler de Jean-Luc. Oui, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on a le droit. Oui, voilà. Oui. Donc, allez-y. Donc, ils ont une politique, ils ont une approche de surenchère absolue sur le cœur de l'électorat, c'est-à-dire les classes moyennes qui sont esquintées par les 2 ans de Covid, qui sont esquintées par les impôts trop élevés, qui sont esquintées par les soi-disant réformes de la retraite qui les feraient travailler jusqu'à un certain âge. Donc tout ça, on dit un peu tout ce qu'on veut, ce que vous disiez tout à l'heure, on peut tout balancer et puis après on voit ce qui reste. Je suis moins d'accord avec vous. Je pense que vraiment une partie de l'électorat lepéniste et zemmourien est un électorat russophile, c'est-à-dire ça correspond à une vision du monde. Ça correspond à une manière... Même quand on voit des images comme ça. Mais c'est fake, c'est faux, c'est trafiqué par les Ukrainiens, c'est trafiqué par je sais pas qui, tout ça c'est faux. Et je pense pas, encore une fois, on parlait avant le plateau des Anglais et des réfugiés ukrainiens, je ne pense pas que cet électorat-là, encore une fois Le Pen-Zemmour, qui se retrouve, et on le verra probablement peut-être au second tour, je ne pense pas que cet électorat-là ouvre les bras grands ouverts aux Ukrainiens qui viendraient en France par centaines de milliers, comme l'a fait la Pologne. En Pologne, on parle
de centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont inscrits dans les écoles, qui sont en Angleterre, on leur demande des visas. Oui, alors Axel Taylor, vous disiez ça tout à l'heure avant qu'on entre en studio. C'est le grand truc du Brexit, c'est-à-dire que les gens votaient pour contrôler la frontière, mais vous avez une situation complètement paradoxale, ce qui est le contraire de ce que vous venez de décrire pour d'autres pays, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, il y a beaucoup de familles qui veulent accueillir des Ukrainiens. Je vois tous les jours sur Sky News qui disent « mais nous, on veut ». Mais le gouvernement leur dit « ah non, vous avez voté pour qu'on contrôle beaucoup mieux les frontières », d'où les visas extrêmement compliqués, avec 70 pages, où il faut qu'ils produisent toutes sortes de documents. Des gens qui fuient la guerre, qui n'ont rien du tout, une petite peluche pour les enfants, comme on voit là. Ils n'ont pas tous les documents qu'il faut pour entrer en Angleterre. La Grande-Bretagne, c'est le seul pays qui exige beaucoup de paperasse, qui a pris moins de 3000 réfugiés. Vous avez cette situation complètement ubuesque où le gouvernement dit « ah non, vous ne pouvez pas les accueillir parce que vous avez voté pour le Brexit, donc vous nous avez donné un mandat pour être très strict vis-à-vis des gens qui rentrent dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas accueillir. Et même des Brexiteurs. Des Brexiteurs sont allés à la télévision pour dire « mais c'est un scandale, on devrait pouvoir accueillir les gens et c'est le gouvernement. » Donc, on leur répond « mais c'est vous, avec le Brexit, qui avez exigé ça. » Enfin, parfois, on croit rêver. Je pense aussi, juste, je ne suis pas un spécialiste du mental de l'électorat d'extrême droite. Je pense qu'il y a deux histoires. Il y a clairement de la gêne et de la répulsion et de l'horreur devant les images qu'ils voient en Ukraine. Ça ne change pas forcément leur perception de ce qu'est la Russie et de le jeu qu'elle doit avoir et du pouvoir fort et de ces pouvoirs culturellement assumés qui discutent pas les droits LGBT, qui discutent pas les droits des femmes, qui discutent pas le rôle de l'Église, qui discutent pas tout ça. Ça, je pense, c'est un peu, excusez-moi, c'est le Fidesz. Hein, vous avez tristement raison, je crois. Je ne sais pas si j'ai raison. Je pense que c'est deux. Oui. Il y a de l'émotion, il y a de l'humanité, il y a, quand on voit ces enfants, oui, mais est-ce que franchement, ça remet en cause le poids de la Russie par rapport à ces extrêmes droites nationalistes, identitaires, religieuses en Europe? On ne parle pas beaucoup de l'Italie en ce moment, mais je serais curieux de voir l'effet que ça a sur les extrêmes droites italiennes. Ils sont emmerdés. Il y a une attirance pour les démocraties illibérales. Il y a une attirance, je crois malheureusement, pour les pouvoirs forts qui ne transigent pas sur un certain nombre de valeurs qu'ils représentent. Les pouvoirs forts, il n'y en a pas qu'en Russie en ce moment. Si vous regardez, il y a le pouvoir fort en Russie, il y a le pouvoir fort en Chine, il y a le pouvoir fort en Inde. On a failli avoir le pouvoir fort aux États-Unis si M. Trump avait réussi son semi-coup d'État. Donc on voit bien qu'il y a une tendance vers des affirmations. Merci beaucoup. Excusez-moi, Alex Taylor, je vous ai appelé Axel par moment. Je suis désolée. Ce n'est pas la première. Vous n'êtes pas la première. Vous avez déjà dit que j'étais européen. Oui, journaliste européen. Voilà. Merci à Ziad et à Stéphane. Et merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.